J'ai dit à mon frère que j'appréciais les 750 $ qu'il avait contribué aux frais médicaux de maman. Il a laissé tomber la boîte qu'il portait, s'est retourné lentement et a dit, j'ai envoyé 45 000 $. Ça aurait dû tout couvrir. La boîte en carton a heurté l'allée avec un bruit sourd et creux que j'entends encore dans mon sommeil. Le visage de Jordan est passé de la confusion à l'horreur en l'espace d'un battement de cœur, et j'ai vu mon propre reflet faire la même chose dans ses lunettes de vue. Derrière nous, la maison de maman se tenait silencieuse sous le soleil de l'après-midi de septembre, la même maison où nous avions grandi, où elle avait élevé 4 enfants avec le salaire d'une enseignante, et où les factures médicales s'étaient accumulées sur le comptoir de la cuisine depuis 8 mois comme une sorte de monument cruel à l'indifférence du cancer envers les budgets familiaux. Le chiffre qu'il venait de prononcer flottait dans l'air entre nous comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Mon cerveau faisait cette chose où il traite l'information trop lentement, comme un buffering sur une mauvaise connexion Internet. 45 000 $. J'avais géré la coordination des soins de maman depuis son diagnostic, et j'avais vu exactement 750 $ arriver du compte de Jordan. 750 $ pour lesquels je l'avais remercié 3 fois parce qu'il voyageait pour le travail, parce qu'il avait sa propre famille, et parce que je comprenais que tout le monde ne pouvait pas contribuer également. 45 000 $. Les maths ne collaient pas, comme dirait ma fille. L'expression sur le visage de Jordan me disait qu'il faisait le même calcul, arrivait au même déficit impossible, et réalisait que l'un de nous allait voir sa réalité complètement détruite. « Qu'est-ce que tu veux dire par 45 000 $, me suis-je entendu demander. Ma voix sonnait creuse et distante, comme si j'écoutais un enregistrement de moi-même sous l'eau. La boîte d'albums photos anciens de maman gisait oubliée à ses pieds, et aucun de nous ne bougeait pour la ramasser. J'avais géré les dépenses médicales de maman depuis 8 mois quand Jordan a prononcé ces mots. Depuis le matin où elle m'avait appelé du cabinet de l'oncologue, sa voix faisait cette chose où elle essayait de ne pas pleurer et échouait. Cancer de l'ovaire stade 3, avait-il dit. J'avais tout laissé tomber pour devenir la personne de contact parce que c'est ce que fait l'aîné, non? C'est ce que j'avais toujours fait, coordonner les médecins, gérer les demandes d'assurance, mettre en place la cagnotte GoFundMe, suivre les factures, communiquer avec la famille, et m'assurer que quelqu'un était toujours présent à ses rendez-vous. Maman avait été enseignante en 3e année pendant 33 ans à l'école élémentaire Riverside. Son assurance était correcte, mais pas assez pour la guerre qu'elle menait. La chimiothérapie seule coûtait 32 000 $ par cycle, et sa police avait un maximum à la charge du patient qui aurait aussi bien pu être la dette nationale. Ma femme, Rachel, et moi avions contribué ce que nous pouvions de nos économies, environ 12 000 $ sur les mois, et nous nous en sortions en raclant les fonds de tiroir, en coupant partout où nous pouvions penser à couper. J'avais pris du travail freelance supplémentaire en design graphique, le genre de refonte de logo corporate qui me brisait l'âme et que j'avais juré de ne plus jamais faire. Rachel avait pris des shifts de week-end à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Nous avons 2 enfants, Olivia qui a 14 ans et Marcus qui en a 11, et ils avaient tous les 2 arrêté de demander quoi que ce soit qui n'était pas absolument nécessaire. J'avais mis en place un compte email familial partagé où tout le monde pouvait suivre l'évolution de maman, partager les mises à jour médicales, coordonner qui la conduisait au rendez-vous, qui apportait les repas, et qui restait la nuit quand la douleur devenait trop forte. Mon petit frère Jordan vivait à Seattle, travaillait dans la tech, et gagnait bien sa vie d'après ce que je comprenais. Ma sœur Vanessa était parajuriste à Denver, divorcée, avec 2 enfants à elle, faisant ce qu'elle pouvait. Le plus jeune, Kyle, terminait ses études de médecine à Boston, noyé sous les prêts étudiants, mais envoyant ce qu'il pouvait quand il pouvait. Nous nous étions tous mobilisés, ou du moins je le pensais, pour garder maman à flot pendant que le complexe médico-industriel essayait de la facturer jusqu'à l'oubli. Jordan avait transféré 750 $ sur mon compte en mars, environ 2 mois après le début du traitement de maman. J'avais été sincèrement reconnaissant parce que je savais qu'il était occupé. Je savais qu'il avait une hypothèque dans l'une des villes les plus chères d'Amérique. Je savais que sa femme, Stéphanie, venait de reprendre ses études pour son MBA. Je lui avais texté immédiatement, reçu. Merci beaucoup. Ça aide plus que tu ne le sais. Il avait répondu avec un simple pouce levé, et je n'y avais plus pensé. En avril, rien n'est arrivé et je n'ai pas insisté, parce que qui étais-je pour exiger de l'argent de mes frères et sœurs? Nous étions tous adultes, tous aux prises avec nos propres vies et nos propres pressions financières. En mai, Vanessa avait envoyé 2 000 $ avec une note d'excuse sur le fait que c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre après que son ex ait encore raté un paiement de pension alimentaire. Kyle avait envoyé 500 $ avec une excuse plus longue sur ses paiements de prêts et ses rotations cliniques qui ne lui laissaient pas de temps pour du travail supplémentaire.
J'envoyais des mises à jour à l'email familial chaque semaine, des breakdowns détaillés de notre situation, ce qui était couvert, ce qui ne l'était pas, et ce qui arrivait à échéance. En juin, j'avais envoyé un email spécifique avec l'objet « Fonds de traitement de maman, statut actuel », qui exposait tout dans un tableur. Coût médical total à ce jour, 163 000 $. Assurance couverte, 98 000 $. À la charge, 65 000 $. Fonds reçus de la famille, 37 500 $. Déficit, 27 500 $. Total GoFundMe, 18 200 $. Écart restant, 9 300 $. L'email incluait un breakdown par contributeur, et à côté du nom de Jordan, j'avais indiqué 750 $. J'avais envoyé cet email à l'adresse familiale, celle que nous utilisions tous, celle qui allait sur les comptes personnels de chacun. Jordan avait répondu 6 heures plus tard, « Merci de nous tenir au courant. J'envoie plus la semaine prochaine. » La semaine prochaine n'est jamais arrivée, ou du moins je pensais qu'elle n'était jamais arrivée. Au moment où nous nous tenions dans cette allée en septembre, j'avais classé ça comme l'une de ces promesses bien intentionnées qui tombent dans les fissures des vies occupées et des bonnes intentions qui déraillent. Je l'ai envoyé directement à maman, a dit Jordan. Sa voix avait pris cette qualité prudente et mesurée, comme s'il essayait très fort de ne pas sembler accusateur, mais aussi comme s'il essayait très fort de ne pas exploser. Virement de 45 000 $, 15 mars. Je t'ai envoyé le reçu par email. Ses mains bougeaient maintenant, ce geste que les gens font quand ils essaient de matérialiser physiquement une preuve sortie de nulle part, et il sortait son téléphone avec des mouvements un peu trop brusques, un peu trop rapides. Mon estomac descendait déjà. Cette sensation de câble d'ascenseur qui lâche, qui commence dans la poitrine et se propage jusqu'à ce que les doigts picotent. Le 15 mars, c'était 3 jours après le 2e cycle de chimiothérapie de maman. C'était 2 jours avant que l'hôpital m'appelle pour le solde impayé sur son compte. C'était le même jour où j'avais essayé frénétiquement de trouver comment couvrir un déficit de 16 000 $ avant qu'il suspende son traitement. Je n'ai jamais reçu d'email concernant un virement, ai-je dit. Je sortais maintenant mon propre téléphone, ouvrais mon email, et cherchais n'importe quoi de Jordan en mars. Il y avait le texto sur les 750 $. Il y avait son pouce levé. Il n'y avait rien d'autre. Je l'ai envoyé à l'email familial, a dit Jordan. Maintenant il faisait défiler son téléphone, ses pouces bougeant vite sur l'écran. 15 mars, 14h34. Objet, confirmation de virement, fonds médical de maman, avec le reçu joint en PDF. Je cherchais maintenant dans l'email familial, celui que je vérifiais religieusement. Celui qui était censé être notre hub central pour tout ce qui concernait maman. Rien. Pas d'email de Jordan le 15 mars. Rien avec cet objet. Rien avec un reçu de virement. Jordan, je regarde le compte en ce moment. Il n'y a rien ici. Son visage faisait quelque chose de compliqué, quelque chose entre la confusion, la colère et l'horreur naissante. Il tournait son téléphone pour me montrer l'écran. Le voilà. Envoyé depuis son adresse email à l'adresse du compte familial. 15 mars, 14h34. Objet, confirmation de virement, fonds médical de maman. L'email était simple, presque professionnel, « Salut tout le monde, je viens de compléter un virement sur le compte de maman de 45 000 $ pour aider à couvrir ses frais médicaux. Reçu joint. Ça devrait gérer la plupart de ce qui est en attente. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Jordan. En dessous il y avait une icône PDF avec le nom de fichier, Wire Transfer 0315244500.pdf. J'ai fixé l'écran, puis mon téléphone, puis de nouveau son écran. Ça n'est pas arrivé, ai-je dit, et ma voix sonnait étrange, détachée. Vérifie ton dossier envoyé, a dit Jordan. Il y avait maintenant une pointe dans sa voix, quelque chose de tranchant et effrayé. Je regarde le dossier envoyé. C'est là. Je l'ai envoyé. J'ouvrais déjà mon ordinateur portable depuis le siège avant de ma voiture, me connectais au hotspot de mon téléphone, ouvrais le compte email familial dans Gmail, et passais en revue chaque dossier, chaque label, et chaque endroit possible où un email pouvait se cacher, boîte de réception, envoyé, brouillon, spam, corbeille, tout. Rien. Pas d'email de Jordan le 15 mars. Pas d'email avec cet objet. Pas de reçu PDF. Quelqu'un l'a supprimé, a dit Jordan doucement. La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang parce qu'il ne spéculait pas, il constatait un fait. Nous savions tous les deux ce que ce fait signifiait.
Quelqu'un ayant accès au compte email familial avait reçu l'email de Jordan, avait vu le reçu de virement de 45 000 $, et l'avait supprimé avant que quiconque d'autre puisse le voir. Quelqu'un avait fait en sorte que je pense que Jordan n'avait envoyé que 750 $. Quelqu'un avait fait en sorte que la famille pense que Jordan avait à peine contribué. Quelqu'un qui avait accès au compte bancaire de maman, qui pouvait recevoir un virement de 45 000 $, et qui pouvait le faire disparaître pendant que le reste d'entre nous se démenait pour couvrir des factures qui auraient déjà dû être payées. La liste des personnes ayant accès au compte email familial était courte et se raccourcissait à chaque seconde à mesure que les implications se cristallisaient dans mon esprit comme du givre se propageant sur du verre, moi, évidemment, Jordan, Vanessa, Kyle, et maman. Bien qu'elle ait arrêté de le vérifier régulièrement après le deuxième round de chimio quand le brouillard cérébral était devenu mauvais, et que j'avais essentiellement pris en charge toute sa correspondance numérique. Le mot de passe était « Riverside 2024 », parce que maman l'avait configuré, elle avait utilisé le nom de son école et l'année, et nous avions tous accepté de le garder simple pour que tout le monde puisse y accéder quand nécessaire. Mais la suppression de l'email n'était qu'une partie de l'équation. Alors que Jordan et moi nous tenions là dans l'allée, la question plus grande et plus sombre se répandait entre nous comme de l'encre renversée, si Jordan avait viré 45 000 $ sur le compte de maman, où était passé cet argent? J'avais géré les factures de maman directement depuis son compte chèque, celui sur lequel elle m'avait ajouté comme titulaire juin en mars quand ses mains avaient commencé à trembler trop pour écrire des chèques de manière fiable. J'avais surveillé chaque transaction comme un faucon, réconciliant tout avec les factures médicales, et m'assurant que chaque dollar était comptabilisé. Il n'y avait eu aucun dépôt mystérieux de 45 000 $ en mars. Il n'y avait eu aucun gain inexpliqué. Il y avait eu moi qui rassemblais des paiements, jonglais avec les dates d'échéance, appelait les services de facturation pour négocier des plans de paiement, et regardait le solde du compte planer dangereusement près de 0 mois après mois. Sortez relevé bancaire, a dit Jordan. Il utilisait maintenant sa voix de « gars de la tech », celle qui était tout système, logique et dépannage. Montre-moi le reçu de virement. Il textait déjà en parlant, et je pouvais voir l'aperçu du message « Stéphanie, besoin que tu te connectes à notre compte Chase et que tu me forwardes la confirmation de virement du 15 mars. » En moins de 90 secondes, son téléphone a sonné. Il ouvrait un email, téléchargeait un PDF, et tournait de nouveau l'écran vers moi. Le reçu de virement était officiel et détaillait le genre de document qui ne ment pas parce que les banques ne jouent pas avec des transactions de 45 000 $. Expéditeur, Jordan Michael Thornton compte expéditeur, Chase Checking se terminant par 7392 destinataires, Dorothy Ann Thornton compte destinataire, First National Bank, compte se terminant par 8156 montants, 45 000 $ date, 15 mars 2024 heures, 11h47 du matin Pacifique numéro de référence, WTE 2023-3-15-084739 de statut, complété. J'ai senti mes mains commencer à trembler alors que j'ouvrais le compte First National Bank de maman sur mon téléphone, celui que j'avais géré pendant 8 mois, celui que je pensais connaître par cœur. Numéro de compte se terminant par 8156. C'était correct. C'était le compte de maman. Vérifie les transactions du 15 mars, a dit Jordan. Il se penchait maintenant par-dessus mon épaule, tous les deux penchés sur l'écran de mon téléphone comme si nous regardions un film d'horreur et ne pouvions pas détourner le regard. J'ai filtré l'historique des transactions pour mars, fait défiler jusqu'au 15. Il y avait un dépôt ce jour-là. Mon cœur a bondi, mais ce n'était pas 45 000 $. C'était 750 $. Type de dépôt, transfert externe source, Chase Banker, 14h23 Eastern. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Ce n'est pas la même transaction, a dit Jordan, et sa voix était devenue très calme, très contrôlée. C'est un transfert différent. Regarde le timestamp. Mon virement est passé à 11h47 du matin Pacifique, ce qui est 14h47 Eastern. Ton écran montre un dépôt à 14h23 Eastern. C'est 24 minutes plus tôt. Je faisais défiler frénétiquement maintenant, vérifiant chaque transaction de mars, vérifiant les jours avant et après, vérifiant tout dépôt même proche de 45 000. Rien. Le plus gros dépôt unique en mars avait été 8 000 $ du compte GoFundMe le 22 mars. Quelqu'un l'a intercepté, ai-je dit, et ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Quelqu'un a changé le routing. Jordan composait déjà, son téléphone collé à l'oreille, et j'entendais le menu automatisé du département des virements de Chase Bank. Il appuyait sur les numéros rapidement, naviguant dans l'arborescence du menu avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait.
En moins de 90 secondes, il parlait à un humain. Oui, je dois vérifier un virement du 15 mars de cette année. Numéro de référence WTE 2024-315-8473992. Oui, je reste en ligne. Le silence qui a suivi semblait durer des heures, bien que l'horloge de mon téléphone indiquait seulement 3 minutes. Le visage de Jordan faisait cette chose où il essayait de rester calme, mais sa mâchoire était serrée si fort que je voyais les muscles sauter. Oui, je suis là, a-t-il dit soudain. Puis il débitait des informations de vérification, son numéro de compte, son numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de sa mère. Je dois confirmer les détails du compte destinataire pour ce transfert, le numéro de compte complet et le routing number. Une autre pause, et j'ai vu ses yeux bouger comme s'il lisait quelque chose sur un écran invisible, mémorisant des numéros. Et c'est définitivement là que les fonds ont été envoyés? Pas d'erreur, pas de correction, pas d'annulation? Ok, pouvez-vous m'envoyer un enregistrement complet de la transaction? Oui, cette adresse email. Merci. Il a raccroché et a immédiatement ouvert son application de notes, tapant rapidement. Le virement est allé à First National Bank, routing number 0843024416, numéro de compte 815629473382, numéro de compte complet. Il a levé les yeux vers moi, et ses yeux faisaient quelque chose que je n'avais jamais vu avant, quelque chose qui me faisait penser à des photos de soldats après le combat. Le numéro de compte de maman est 815629473381. Un chiffre différent. Le dernier chiffre. Quelqu'un a ouvert un compte avec un chiffre différent du compte de maman et a intercepté mon virement. Les implications se répandaient dans ma conscience comme du poison. J'ouvrais déjà de nouveau le compte de maman, regardant le numéro de compte en haut de l'écran, 8156-2947-3381. Le virement de Jordan était allé à 8156-2947-3382. Qui a l'autorité pour ouvrir un compte bancaire au nom de maman, a demandé Jordan, mais nous savions tous les deux déjà la réponse. Les titulaires joints, la procuration, les membres de la famille ayant accès à ces informations personnelles. J'étais titulaire joint sur le compte chèque de maman, ajouté en mars quand elle avait eu besoin d'aide pour gérer les factures. Vanessa avait la procuration financière, quelque chose que maman avait mis en place des années plus tôt quand Vanessa avait commencé à travailler comme parajuriste et avait aidé maman à mettre à jour sa planification successorale. Kyle était listé comme contact d'urgence secondaire sur les comptes de maman. Jordan n'avait rien, il était parti trop tôt, avait établi sa propre vie trop complètement. Le cercle se resserrait, les possibilités se rétrécissaient comme un projecteur se focalisant sur un seul point. Je ne voulais pas penser à ce que ce point illuminait. Il faut appeler la banque, ai-je dit, et je composais déjà le service client de First National, mais Jordan a attrapé mon poignet. Non, a-t-il dit. Pas encore. Réfléchis. Si quelqu'un a ouvert un compte frauduleux pour intercepter ce transfert, appeler la banque maintenant va les alerter. Ils auront le temps de déplacer l'argent, de supprimer des enregistrements, de couvrir leurs traces. Il faut d'abord documenter tout. Faire des captures d'écran de tout, télécharger tous les relevés, sauvegarder tous les emails. Ensuite on va à la police. La police? Le mot flottait entre nous comme une lame de guillotine, et j'ai réalisé que nous ne parlions plus seulement d'un virement manquant. Nous parlions de fraude bancaire, vol d'identité, détournement de fonds, et poursuite pénale. Nous parlions de quelqu'un dans notre famille volant 45 000 $ destinés à garder notre mère en vie pendant qu'elle combattait le cancer. Qui d'autre savait que tu envoyais de l'argent, ai-je demandé, et le visage de Jordan est devenu soigneusement neutre. Tout le monde. J'en ai parlé dans le groupe texto familial la veille. J'ai dit que j'envoyais une grosse contribution pour aider maman. J'ai demandé si quelqu'un avait besoin que je coordonne avec eux. J'ai ouvert le groupe texto familial et fait défiler jusqu'au 14 mars. Le voilà, salut la famille. Je prévois d'envoyer un virement substantiel demain pour aider avec les frais médicaux de maman. Ça devrait couvrir la plupart de ce qui est en attente. J'enverrai la confirmation à l'email familial une fois traité. Les réponses étaient arrivées tout au long de la journée. Vanessa, c'est incroyable, Jordan. Merci beaucoup. Kyle, tu nous sauves la vie, frangin. Et depuis mon numéro, c'est un tel soulagement. Merci. On s'assurera que ça soit bien alloué aux factures. Sauf que je n'avais jamais alloué ça aux factures parce que je ne l'avais jamais reçu.
J'avais passé 8 mois à penser que mon frère avait envoyé 750 $ au lieu de 45 000. On devrait vérifier le courrier de maman, ai-je dit à voix haute, mon cerveau passant en mode investigation parce que l'alternative était de m'asseoir dans l'allée et de hurler. Les relevés bancaires. Si quelqu'un a ouvert un compte à son nom, il devrait y avoir des relevés arrivant à la maison. Jordan a hoché la tête et nous nous sommes mis en mouvement, laissant la boîte de photos tomber oubliée sur le béton, marchant vers la porte d'entrée de maman. J'avais les clés depuis mars quand j'avais essentiellement emménagé dans la chambre d'amis pour être plus proche lors des pires nuits. La maison sentait le désodorisant à la lavande que maman utilisait toujours, mélangé à l'odeur antiseptique des fournitures médicales et à la légère odeur chimique qui s'était accrochée à tout après le début de la chimio. La cuisine était exactement comme je l'avais laissée ce matin, tasse à café dans l'évier, organiseur de pilules de maman sur le comptoir, et le dossier des factures médicales et relevés d'assurance à leur place habituelle à côté de la boîte à pain. Maman était à sa réunion de club de lecture, l'une des rares activités normales qu'elle avait insisté pour maintenir même pendant le traitement, se réunissant tous les 2 mercredis avec le même groupe d'enseignantes à la retraite qu'elle connaissait depuis 30 ans. Elle ne rentrerait pas avant 90 minutes. Nous avions le temps. Jordan est allé directement au panier à courrier sur la table du couloir, cette chose en osier décoratif que maman avait achetée à une foire d'artisanat il y a 20 ans et qui était devenue le dépôt permanent pour chaque morceau de courrier entrant par la porte. Il a commencé à trier les enveloppes avec une précision méthodique, séparant les factures des publicités des correspondances personnelles. Je suis allé au bureau à domicile de maman, la véranda convertie où elle avait toujours corrigé des copies et planifié des leçons, où les classeurs contenaient 3 décennies d'archivage minutieux. Les relevés bancaires étaient dans le 2e tiroir, classés chronologiquement dans des dossiers beige étiquetés par année et mois de l'écriture précise d'enseignante de maman. J'ai pris mars 2024 et l'ai ouvert. Relevé First National Bank pour Dorothy Ann Thornton, compte se terminant par 3381. Format standard listant dépôt et retrait et solde courant. J'ai scanné la colonne des dépôts pour le 15 mars, 750 $ d'un transfert externe. C'était tout. Pas de 45 000 $. Mais glissé derrière le relevé officiel se trouvait une autre feuille, une confirmation email imprimée que maman devait avoir reçue et classée. Je l'ai sortie et mon sang s'est glacé. C'était un email de bienvenue de First National Bank, chère Dorothy Thornton, merci d'avoir ouvert votre nouveau compte d'épargne professionnelle avec First National Bank. Votre numéro de compte est 815629473382. Vous pouvez accéder à votre compte en ligne sur. Daté du 12 mars, 3 jours avant le virement de Jordan. L'email avait été envoyé à l'adresse email personnelle de maman, celle qu'elle avait depuis 20 ans, celle où allaient toutes ses notifications bancaires. Quelqu'un avait ouvert un compte d'épargne professionnelle au nom de maman avec un numéro de compte, un chiffre différent de son compte chèque régulier 3 jours avant que Jordan envoie son virement. Quelqu'un avait planifié ça. Trouvé quelque chose, a appelé Jordan depuis le salon, et sa voix avait repris cette qualité creuse. Je suis retourné et l'ai trouvé tenant une pile d'enveloppes, toutes de First National Bank, toutes adressées à Dorothy Thornton à cette adresse, toutes marquées, relevé de compte d'épargne professionnelle. Il les ouvrait avec des mains tremblantes, et j'ai regardé les relevés mensuels se déverser. Mars 2024, dépôt d'ouverture 45 000 $, retrait de 15 000 $ le 20 mars, solde 30 000 $. Avril 2024, retrait de 8 000 $ le 3 avril, retrait de 12 000 $ le 18 avril, solde 10 000 $. Mai 2024, retrait de 10 000 $ le 2 mai, solde 0. Compte fermé le 15 mai 2024. Les 45 000 $ que Jordan avait envoyés pour sauver la vie de notre mère avaient été systématiquement vidés sur 2 mois. Puis le compte avait été fermé, effacé comme s'il n'avait jamais existé, pendant que je me demandais pour couvrir les factures, appeler les services de facturation, et couper tous les coins possibles dans ma propre vie pour garder le traitement de maman sur les rails. Quelqu'un l'a volé, a dit Jordan, et sa voix tremblait maintenant. Vraiment tremblait. Quelqu'un a intercepté mon transfert, ouvert un faux compte, et dépensé 45 000 $ pendant que maman était en train de mourir. Pas mourir, voulais-je le corriger automatiquement, combattre. Mais la correction est morte dans ma gorge parce que nous savions tous les deux à quel point ça avait été proche. Combien de fois j'étais resté dans les salles d'attente d'hôpital en me demandant si nous allions devoir choisir entre le loyer et la chimio. Combien de fois j'avais regardé mes enfants et me demandais si nous allions perdre notre maison en essayant de sauver ma mère. Quelqu'un nous avait laissé traverser ça. Quelqu'un nous avait regardé lutter, racler les fonds, sacrifier pendant qu'ils étaient assis sur 45 000 $ qui ne leur appartenaient pas, les retraits, ai-je dit,
mon cerveau passant en ce mode analytique froid qui arrive quand l'émotion devient trop grande à traiter. 15 000 $ en mars, 8 000 $ en avril, 12 000 $ en avril, 10 000 $ en mai. Il faut qu'on découvre où est allé cet argent. Jordan photographiait déjà chaque relevé avec son téléphone, le son de l'obturateur cliquant rythmiquement. Il faut aller à la police maintenant, avant que maman rentre, avant que quiconque sache qu'on sait. Je hochais la tête, mes mains bougeant automatiquement pour rassembler des documents et créer un dossier de preuves. Mais une partie de mon cerveau était coincée sur un problème différent, l'email familial, le message supprimé. Quelqu'un avait reçu l'email de Jordan, vu la confirmation de virement, et l'avait supprimé avant que quiconque d'autre puisse le voir. Quelqu'un qui avait déjà mis en place le compte frauduleux 3 jours plus tôt. Qui attendait ce transfert? Qui savait exactement comment l'intercepter? Qui a le mot de passe email de maman? Ai-je demandé. Jordan a levé les yeux de ses photos. Tout le monde qui a le mot de passe de l'email familial, a-t-il dit. C'est le même mot de passe. Elle utilise le même mot de passe pour tout. Riverside avec l'année. C'était vrai. J'avais aidé maman à configurer son email des années plus tôt, et elle avait insisté pour utiliser le même mot de passe sur tous les comptes parce qu'elle ne pouvait pas se souvenir de plusieurs mots de passe. Je n'avais jamais insisté parce qu'elle était ma mère et une femme adulte, et ça avait semblé inoffensif à l'époque. Inoffensif jusqu'à ce que quelqu'un utilise ce mot de passe pour intercepter une confirmation de virement et la supprimer de l'email familial. Inoffensif jusqu'à ce que quelqu'un utilise ses informations personnelles pour commettre une fraude bancaire. Il faut vérifier son email, ai-je dit, sortant de nouveau mon ordinateur portable. Si quelqu'un surveillait ses comptes, il pourrait y avoir d'autres preuves. Je me suis connecté à l'email personnel de maman. Le mot de passe a marché du premier coup parce que, bien sûr, il marchait. J'ai commencé à chercher tout ce qui concernait First National Bank. L'email de bienvenue était là, reçu le 12 mars. Mais il y avait aussi une traînée d'autres emails que je n'avais jamais vus avant, confirmation de transaction, notification de transfert, paiement de facture. J'ai ouvert le premier daté du 20 mars, votre transfert de 15 000 $ a été traité depuis votre compte d'épargne professionnelle 8146-2947-3382 vers le destinataire suivant, Vanessa L. Morrison, compte se terminant par 7743. Le nom de ma sœur. Le compte de ma sœur. J'ai senti le monde pencher sur le côté et j'ai dû m'asseoir sur le canapé de maman, le même canapé où nous avions joué enfant, où maman nous avait lu des histoires, où j'étais assis il y a 8 mois quand elle nous avait parlé du diagnostic de cancer et où nous avions tous promis de nous soutenir mutuellement. Quoi? Jordan lisait par-dessus mon épaule maintenant et je pouvais sentir sa respiration, rapide et superficielle. Je faisais défiler plus d'emails, mes mains bougeant automatiquement pendant que mon cerveau essayait de traiter ce que je voyais. 3 avril, 8 000 $ à Vanessa L. Morrison 18 avril, 12 000 $ à Vanessa L. Morrison 2 mai, 10 000 $ à Vanessa L. Morrison 45 000 $ au total transférés systématiquement du compte frauduleux vers le compte bancaire personnel de ma sœur sur une période de 2 mois. Vanessa. Ma petite sœur. La parajuriste qui avait envoyé 2 000 $ en avril avec des excuses sur son ex ratant les paiements de pension alimentaire. Celle qui avait la procuration financière sur les comptes de maman. Celle qui avait accès à toutes les informations personnelles de maman, son numéro de sécurité sociale, ses numéros de compte, ses mots de passe email. Celui qui avait répondu au message de Jordan à propos de l'envoi d'une somme importante d'argent par ces mots, c'est incroyable, Jordan. Merci beaucoup, puis avait ouvert un compte bancaire frauduleux pour intercepter l'argent. J'avais la nausée. Jordan produisait un son à côté de moi, quelque chose entre un rire et un sanglot. Et il faisait les 100 pas maintenant, les mains dans les cheveux. Elle l'a volé. Vanessa l'a volé. Pendant que maman était en chimio, pendant que nous nous démentions tous pour payer les factures, elle a volé 45 000 $. Les preuves étaient accablantes, documentées noir sur blanc dans des emails que maman n'avait jamais vérifiés, des relevés que maman n'avait jamais vus, et des transactions que maman n'avait jamais autorisées. Vanessa avait utilisé sa procuration pour accéder aux informations personnelles de maman. Elle avait ouvert un compte d'épargne professionnelle avec un numéro de compte conçu pour intercepter les virements destinés au compte courant de maman. Elle avait surveillé les communications familiales, savait exactement quand Jordan envoyait de l'argent, et avait supprimé son email de confirmation du compte familial pour que personne ne pense à le chercher. Elle avait transféré 750 $ sur le vrai compte de maman, le montant qu'elle avait calculé pour qu'il paraisse comme une contribution raisonnable de Jordan sans éveiller les soupçons.
Ensuite, elle avait systématiquement transféré le reste sur son propre compte, en le prenant par tranches suffisamment petites pour éviter la détection automatique de fraude mais suffisamment importante pour vider le compte rapidement. C'était sophistiqué. C'était planifié. C'était monstrueux. Nous allons porter plainte à la police, a dit Jordan, et sa voix était devenue froide, plate, le genre d'absence d'émotion qui signifiait qu'il tenait à peine le coup. Tout de suite, nous prenons tout ça et nous déposons une plainte, et nous la poursuivons pour chaque dollar. Je hochais la tête, déjà en train de rassembler les documents, d'imprimer les confirmations de mai, de télécharger les relevés bancaires et de créer une chronologie. Mais une partie de moi restait bloquée sur la réalité impossible de tout cela. Ma sœur avait volé de l'argent destiné à maintenir notre mère en vie. Ma sœur m'avait vu m'épuiser au travail, avait vu mes enfants arrêter de demander des choses, avait vu maman s'inquiéter pour les factures tout en luttant pour sa vie, et elle avait eu 45 000 $ tout ce temps. Le poste de police se trouvait à 15 minutes en voiture de la maison de maman, un bâtiment en briques avec un drapeau américain et un parking trop petit pour le nombre de voitures de patrouille et de véhicules civils qui essayaient de s'y garer. Jordan et moi sommes entrés en portant un dossier de documents qui semblait peser 500 kilos. Et j'avais cette étrange sensation de dissociation, comme si j'étais dans une série télévisée, comme si cela ne pouvait pas être ma vraie vie. L'agent d'accueil était une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris tirés en chignon net et aux yeux qui avait tout vu 2 fois. « En quoi puis-je vous aider, messieurs ?» a-t-elle demandé, et sa voix était professionnelle mais pas méchante. « Je dois signaler une affaire de fraude bancaire, » ai-je dit, et ma voix semblait plus assurée que je ne l'étais. Environ 45 000 $ volés par interception de virement et vol d'identité. Quelque chose a changé dans son expression, et elle tendait déjà la main vers un formulaire. « Asseyez-vous. Je vais faire venir un détective pour vous parler. » Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique dur dans une salle d'attente qui sentait le café brûlé et le nettoyant industriel, et j'ai regardé Jordan fixer son téléphone, faire défiler le chat de groupe familial, relire 8 mois de messages avec un regard nouveau. Après 20 minutes, une porte s'est ouverte et un homme d'une 50aine d'années est sorti, vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemise à boutons avec un badge de détective accroché à sa ceinture. « Je suis le détective Lawrence Quinn, division des crimes financiers », a-t-il dit en tendant la main. 17 ans à travailler sur des affaires de fraude. Le sergent Nova m'a dit que vous aviez des preuves de vol par interception de virement. Nous l'avons suivi dans une salle d'interrogatoire, et pendant les 90 minutes suivantes, nous avons tout exposé. Jordan lui a montré le reçu de virement, l'email de confirmation et les relevés du compte frauduleux. Je lui ai montré les relevés du compte légitime de maman, la chronologie des paiements de factures et le compte email familial avec la confirmation mystérieusement disparue. Je lui ai montré la piste de mai dans le compte personnel de maman, les transferts vers le compte de Vanessa et le vidage systématique des fonds interceptés. Le détective Quinn prenait des notes avec une précision mécanique qui était étrangement réconfortante, posant des questions qui montraient qu'il comprenait exactement ce que nous décrivions. « Qui a procuration sur les comptes de votre mère ?» a-t-il demandé, et j'ai senti mon estomac se nouer. « Ma sœur Vanessa » ai-je dit. Elle est parajuriste à Denver. Elle a aidé maman à organiser sa planification successorale il y a 5 ans. Le détective Quinn a levé les yeux de ses notes, et son expression était soigneusement neutre, comme les policiers savent le faire quand ils pensent à quelque chose d'important mais ne veulent pas encore le montrer. Et votre sœur avait accès aux informations personnelles de votre mère, numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire, mot de passe email? J'ai hoché la tête. Elle s'occupait des documents successoraux de maman. Elle avait accès à tout. Il prenait des notes et je voyais qu'il écrivait le nom de Vanessa, en traçant un cercle autour. Votre mère a-t-elle autorisé ces transferts? Sait-elle quelque chose sur ce compte? Jordan et moi nous sommes regardés. Maman ne vérifie pas ses emails régulièrement depuis que la chimio a commencé, ai-je dit. Le brouillard cérébral est devenu grave après la 2e cure. J'ai géré sa correspondance, ses factures, ses rendez-vous, mais je ne regardais que son compte courant, celui sur lequel je suis cotitulaire. Je ne savais pas pour le compte d'épargne professionnelle. Le détective Quinn a hoché lentement la tête. Donc, il y a une possibilité que votre mère ait ouvert ce compte elle-même et ne s'en souvienne pas, ou que quelqu'un d'autre l'ait ouvert en utilisant ces informations sans sa connaissance ni son consentement. Maman n'a pas ouvert ce compte, a dit Jordan, et sa voix était dure. Elle ne sait même pas ce qu'est un virement bancaire. Elle écrit encore des chèques pour ses factures d'utilité publique. Quelqu'un a utilisé ces informations pour intercepter l'argent que j'ai envoyé pour ses soins médicaux et ensuite l'a volé.
Je vous crois, a dit le détective Quinn. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait penser qu'il avait déjà vu cela, des familles se retournant les unes contre les autres pour de l'argent, des proches exploitant les malades et les vulnérables. Mais nous devons faire les choses dans les règles. Je dois interroger votre mère, obtenir sa déclaration qu'elle n'a pas autorisé ce compte ni ces transferts. Je dois récupérer les dossiers de First National, voir qui a réellement ouvert le compte, quelle adresse IP, quelle signature. Je dois contacter Chase pour vérifier les détails du virement original, et je dois interroger votre sœur. La façon dont il a dit cette dernière partie rendait clair qu'il s'attendait à ce que Vanessa fasse immédiatement appel à un avocat. Et j'ai réalisé avec un sentiment de chute qu'elle le ferait, parce qu'elle était parajuriste, parce qu'elle savait exactement comment ces choses fonctionnaient, parce qu'elle avait probablement prévu cette possibilité même en espérant qu'elle n'arriverait jamais. Combien de temps cela prendra-t-il? Ai-je demandé. Pour l'enquête, quelques semaines, a dit le détective Quinn. Pour les poursuites, si les preuves tiennent, des mois à des années. Les affaires de fraude financière sont complexes et les avocats de la défense se battront sur chaque détail. Mais d'après ce que vous m'avez montré ici, c'est solide. Nous avons des preuves documentaires, une piste papier claire, un mobile, une opportunité et les moyens. Si votre mère confirme qu'elle n'a pas autorisé ces comptes ni ces transferts, nous porterons plainte. Il a marqué une pause et son expression s'est légèrement adoucie. Je suis désolé que vous traversiez cela. Les affaires familiales sont toujours les plus difficiles. Nous avons quitté le poste de police avec un numéro de dossier et la carte de visite du détective Quinn, et la connaissance surréaliste que notre sœur allait être enquêtée pour fraude criminelle et détournement de fonds. Jordan nous a ramenés chez maman en silence, et nous sommes restés longtemps assis dans sa voiture de location dans l'allée sans parler. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse que maman avait toujours entretenue avec tant de soin, les parterres de fleurs qu'elle plantait chaque printemps, la boîte aux lettres qui portait encore les lettres en bois et plan, Thornton, que papa avait monté il y a 30 ans avant de mourir. Nous devons le dire à maman, ai-je dit enfin, avant que le détective ne la contacte. Elle doit l'entendre de nous. Jordan a hoché la tête, mais aucun de nous n'a bougé. Comment dire à votre mère, qui lutte contre un cancer de stade 3, que l'un de ses enfants a volé de l'argent qui aurait pu éviter des mois de stress financier et de peur? Comment expliquer que la fille à qui elle avait confié une procuration, celle qui l'avait aidé à planifier sa succession et à organiser ses affaires, l'avait trahi de la manière la plus calculée et cruelle possible? Elle va se blâmer elle-même, ai-je dit. Elle va penser qu'elle aurait dû être plus prudente. Qu'elle aurait dû mieux surveiller les choses. Qu'elle aurait dû savoir. Ce n'est pas sa faute, a dit Jordan, et sa voix était féroce. Elle était malade. Elle luttait pour sa vie. Elle faisait confiance à ses enfants pour l'aider. Et l'un de nous lui a planté un couteau dans le dos. Ça ne retombe pas sur maman. Ça retombe sur Vanessa. Nous avons vu la voiture de maman entrer dans l'allée 15 minutes plus tard, la vieille berline qu'elle conduisait depuis 12 ans parce que les retraites d'enseignants ne laissent pas beaucoup de place pour le luxe. Elle est sortie lentement, se déplaçant avec la prudence délibérée de quelqu'un dont le corps avait traversé une guerre. Et quand elle nous a vus tous les deux assis dans la voiture de Jordan, son visage s'est illuminé d'un sourire qui m'a brisé le cœur. Jordan, je ne savais pas que tu étais en ville. Elle s'approchait et Jordan et moi sortions de la voiture, et j'ai vu le moment exact où elle a compris que quelque chose n'allait pas à nos expressions. Que s'est-il passé, a demandé maman, et sa main est allée à sa poitrine, ce geste automatique d'une mère se préparant à une mauvaise nouvelle concernant ses enfants. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, maman, ai-je dit, ce qui était un mensonge, mais aussi la vérité, selon la façon dont on définit « bien ». Mais nous devons te parler de quelque chose à l'intérieur. Nous nous sommes installés dans le salon, maman dans son fauteuil préféré, celui qui s'était moulé à sa forme au fil des décennies, Jordan et moi sur le canapé en face d'elle. J'avais le dossier de documents sur mes genoux, et je ne savais pas comment commencer cette conversation. Je ne savais pas comment briser le cœur de ma mère alors qu'elle traversait déjà tant de choses. Alors j'ai commencé par les faits. Maman, Jordan t'a envoyé 45 000 $ en mars pour t'aider avec tes factures médicales. Les as-tu jamais reçues? J'ai observé son visage, vu la confusion traverser ses traits, la façon dont ses yeux bougeaient comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose juste hors de portée. Jordan a envoyé 750 $, a-t-elle dit lentement. En mars. Je m'en souviens parce que je l'ai appelé pour le remercier et nous avons parlé de son projet professionnel. J'ai envoyé 45 000 $, a dit Jordan doucement. Virement le 15 mars.
J'ai envoyé la confirmation à l'email familial, mais cet email a été supprimé. L'argent a été intercepté par quelqu'un qui a ouvert un faux compte bancaire à ton nom. Le visage de maman est devenu très immobile, très pâle. Et j'ai vu ses mains serrer les accoudoirs de son fauteuil. Ce n'est pas possible. Je n'ai ouvert aucun nouveau compte. Nous le savons, ai-je dit. Quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui avait accès à tes informations personnelles. Quelqu'un avec procuration. J'ai vu la prise de conscience traverser le visage de maman comme une ombre, et elle a fermé les yeux. Vanessa, a-t-elle murmuré, et ce n'était pas une question. Je lui ai montré les documents un par un, l'email de bienvenue du compte frauduleux, les confirmations de transfert, les relevés bancaires, les transferts systématiques vers le compte personnel de Vanessa. 45 000 $ volés sur 2 mois. Pendant que maman s'inquiétait de comment payer sa prochaine cure de traitement, pendant qu'elle s'excusait auprès de moi d'être un fardeau, pendant qu'elle remerciait ses enfants pour leur petite contribution et essayait de ne pas en demander plus. Maman a pleuré pas les pleurs bruyants et dramatiques des séries télé, mais le genre silencieux et dévastateur où quelqu'un essaie très fort de se tenir et échoue. Elle n'arrêtait pas de dire « Je suis désolée », encore et encore, s'excusant auprès de Jordan de ne pas avoir protégé son argent, s'excusant auprès de moi de ne pas avoir vu ce qui se passait, s'excusant d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. « Ce n'est pas ta faute », répétait Jordan. Et il pleurait aussi maintenant, et j'étais le seul à ne pas pleurer parce que quelqu'un devait rester fonctionnel. Quelqu'un devait être le fort, et ça avait été moi pendant 8 mois, alors pourquoi arrêter maintenant? Nous avons déposé une plainte, ai-je dit, gardant ma voix stable. Le détective Lawrence Quinn de la division des crimes financiers. Il va te contacter pour une déclaration formelle, probablement demain. Tu dois lui dire que tu n'as pas autorisé ce compte ni ces transferts. Maman a hoché la tête, s'essuyant les yeux avec des mouchoirs que j'avais pris dans la salle de bain. Combien a-t-elle pris, a-t-elle demandé. Tout, a dit Jordan. 45 000. Chaque centime. Le reste de cette journée a semblé comme nager dans le brouillard. Jordan a appelé sa femme à Seattle et lui a dit qu'il resterait en ville un peu plus longtemps, sa voix creuse et distante comme s'il lisait un script. J'ai appelé Rachel et lui ai demandé de dire aux enfants que je rentrerais tard, que je gérais des affaires familiales, et elle a entendu quelque chose dans ma voix qui l'a empêché de poser des questions. Maman est restée assise dans son fauteuil et a fixé le mur, disant parfois des choses comme « j'aurais dû faire plus attention » ou « j'aurais dû savoir », peu importe combien de fois nous lui disions que ce n'était pas sa faute. Le détective Quinn a appelé à 18h30 et a fixé un horaire pour venir à la maison le lendemain matin prendre la déclaration formelle de maman. Kyle a appelé à 19h15 depuis Boston, son appel hebdomadaire habituel, et j'ai dû décider en temps réel si je lui disais ce qui se passait. Je le lui ai dit. Je l'ai entendu arrêter de respirer à l'autre bout du fil, l'ai entendu dire « Quoi ?» d'une voix qui semblait comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Il a dit qu'il prendrait le prochain vol pour rentrer. Je ne lui ai pas dit de ne pas venir. Nous avions besoin d'être ensemble pour cela, quoi que cela devienne. Jordan a commandé des pizzas pour le dîner parce qu'aucun de nous ne pouvait penser à cuisiner, et nous les avons mangées mécaniquement dans la cuisine de maman, sans rien goûter, tandis que l'éléphant dans la pièce grandissait à chaque minute qui passait. Qu'est-ce qu'on fait pour Vanessa? Est-ce qu'on la prévient que la police enquête? Est-ce qu'on la confronte directement? Est-ce qu'on laisse la justice suivre son cours? On ne lui parle pas, a dit Jordan enfin, répondant à la question que nous pensions tous. On laisse le détective s'en occuper. Si on la confronte maintenant, elle commencera à cacher des actifs, à supprimer des traces, et à construire sa défense. On laisse cela se dérouler légalement. Ça semblait à la fois faux et juste l'idée de ne pas confronter ma sœur directement, de laisser la police se présenter à sa porte à Denver sans avertissement. Mais Jordan avait raison. Vanessa était parajuriste. Elle connaissait le fonctionnement du système. Lui donner un préavis ne ferait que lui donner du temps pour se préparer, minimiser et construire un récit où elle serait la victime d'une façon ou d'une autre. Elle va appeler, a dit maman doucement. Quand la police la contactera, elle va m'appeler et dire que c'est un malentendu. Elle aura une explication. Probablement, ai-je acquiescé. Que lui diras-tu? Maman est restée silencieuse longtemps. Alors je lui dirai que je l'aime, mais que je crois les preuves. Je lui dirai qu'elle doit réparer ça. Et je lui dirai que je ne peux pas l'aider avec ça, qu'elle doit affronter les conséquences de ce qu'elle a fait. C'était le ton le plus brisé que j'ai jamais entendu chez ma mère.
Et j'ai réalisé que Vanessa n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait brisé quelque chose de fondamental dans notre famille, détruit une confiance qui ne pourrait jamais être totalement réparée. Même si elle remboursait chaque centime, même si elle allait en prison et purgeait sa peine et s'excusait jusqu'à en perdre la voix, il y aurait toujours cette connaissance, elle avait été capable de regarder maman souffrir et de ne rien faire. Elle avait été capable de voler sa propre mère malade. Cette connaissance changeait tout. Le détective Quinn est venu à la maison à 9 h le lendemain matin avec un jeune officier dont je n'ai pas retenu le nom et un enregistreur. Maman s'est assise dans son salon et a donné sa déclaration avec une dignité tranquille qui m'a rendu fier et dévasté en même temps. Non, elle n'avait pas ouvert de compte d'épargne professionnelle à First National Bank. Non, elle n'avait pas autorisé de transfert de ce compte vers le compte personnel de Vanessa. Non, elle n'avait pas donné à Vanessa la permission d'utiliser ses informations personnelles pour ouvrir des comptes à son nom. Oui, Vanessa avait procuration, mais c'était pour les décisions médicales et financières concernant les comptes existants de maman, pas pour en ouvrir de nouveaux sans sa connaissance. Oui, maman souhaitait poursuivre pour fraude, vol d'identité et détournement de fonds. Le détective Quinn a expliqué qu'il contacterait First National pour les dossiers d'ouverture de compte, vérifierait les adresses IP pour savoir où le compte avait été accédé, et récupérerait les vidéos de surveillance si le compte avait été ouvert en personne. Il émettrait une assignation pour les relevés bancaires de Vanessa afin de suivre les fonds volés. Il travaillerait avec le bureau du procureur pour déterminer les accusations exactes. Cela pourrait prendre du temps, a-t-il prévenu maman. Les enquêtes sur fraude financière sont complexes, et je dois être honnête avec vous. Les affaires familiales sont émotionnellement difficiles pour tous les impliqués. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Maman l'a regardé avec des yeux qui étaient soudain devenus durs comme l'acier. Et j'ai entrevu la femme qui avait élevé 4 enfants seule après la mort de papa, qui avait enseigné en 3e année pendant 33 ans sans jamais se laisser intimider par personne, qui avait combattu un cancer de stade 3 avec une obstination qui avait impressionné ses oncologues. Ma fille a volé de l'argent destiné à me maintenir en vie, a dit maman doucement. Elle a regardé ses frères se sacrifier pour m'aider pendant qu'elle avait 45 000 $ volés. Oui, je veux continuer. Je veux qu'elle soit tenue responsable. Je veux qu'elle affronte des conséquences. Et je veux faire comprendre clairement à mes autres enfants que ce comportement n'est pas acceptable dans cette famille, peu importe qui vous êtes. Le détective Quinn a hoché la tête, et j'ai vu du respect dans ses yeux. Je resterai en contact, a-t-il dit. Puis lui et son officier sont partis, nous laissant seuls avec le poids de ce qui allait arriver. Kyle est arrivé de Boston cet après-midi-là, ayant pris un vol de nuit et conduit directement depuis l'aéroport, les yeux injectés de sang et ses cheveux normalement soignés dressés dans tous les sens. Il a serré maman dans ses bras longtemps, puis Jordan, puis moi, et nous nous sommes tous assis autour de la table de la salle à manger de maman comme pour une parodie terrible d'une réunion de famille. Quelqu'un a parlé à Vanessa, a demandé Kyle, et nous avons tous secoué la tête. Son téléphone est éteint, a dit Jordan. J'ai essayé 3 fois, ça va directement sur la messagerie. Il était possible qu'elle ne sache encore rien, qu'elle soit juste occupée par le travail ou ses enfants ou la vie, mais il était aussi possible qu'elle ait déjà été contactée par la police, qu'elle ait déjà pris un avocat et qu'elle ait déjà coupé les communications. Nous ne savions pas, et ce non-savoir était sa propre forme spéciale de torture. L'appel est arrivé à 16 h 37. Le téléphone de maman a sonné et nous avons tous regardé l'écran, Vanessa mobile. Maman nous a regardés et nous avons tous hoché la tête, et elle a répondu en haut-parleur. Salut Vanessa, a dit maman, et sa voix était stable. Maman, qu'est-ce qui se passe bon sang? La voix de Vanessa était tranchante, agressive, le ton de quelqu'un qui s'est fait prendre et passe à l'offensive. Je viens de recevoir un appel d'un détective disant que je suis sous enquête pour fraude bancaire. Il pose des questions sur un compte dont je n'ai jamais entendu parler et des transferts dont je ne sais rien. Est-ce que tu as donné mes informations à la police? Le visage de maman est devenu très calme, et j'ai reconnu l'expression de mon enfance des moments où elle gérait des parents difficiles ou des administrateurs qui essayaient de l'intimider. J'ai donné à la police la vérité, Vanessa. Je leur ai dit que je n'avais jamais ouvert de compte d'épargne professionnelle à First National Bank. Je leur ai dit que je n'avais jamais autorisé 45 000 $ à être transférés sur ton compte personnel. Je leur ai dit que je voulais porter plainte pour fraude et détournement. Le silence à l'autre bout du fil était profond, et j'entendais Vanessa respirer vite et superficiellement. Tu penses vraiment que je t'ai volé? Sa voix avait changé maintenant, passant d'agressive à blessée à meurtrie. Maman, je ne ferai jamais ça.
C'est évidemment une erreur. Une sorte de vol d'identité. Quelqu'un utilisant mes informations. Le détective Quinn a la piste des emails, ai-je coupé, incapable de rester silencieux plus longtemps. Il a les relevés bancaires montrant des transferts systématiques du compte frauduleux vers ton compte personnel. Il a les adresses IP. Il a l'historique des mots de passe email de maman montrant un accès depuis Denver quand elle était en chimio. Il a tout, Vanessa. Un autre long silence. Puis la voix de Vanessa est revenue, et elle était différente maintenant, froide et calculée. Je dois parler à mon avocat avant de dire quoi que ce soit d'autre. Mais vous devriez tous savoir que j'avais la permission. Maman s'inquiétait que l'argent soit sur son compte ou l'hôpital pourrait le réclamer, et je l'aidais à protéger ses actifs. Tout ce que j'ai fait était autorisé et j'ai des documents. C'était un mensonge, et nous savions tous que c'était un mensonge. Mais c'était aussi une stratégie de défense cohérente que je pouvais imaginer un avocat plaider réellement. Le problème avec cette défense était que maman était là, bien vivante et tout à fait capable de témoigner qu'elle n'avait donné aucune autorisation de ce genre. Mais je voyais comment Vanessa allait jouer cela, patiente âgée confuse par le cancer qui ne se souvient pas des conversations, la procuration m'a donné l'autorité pour prendre ses décisions, j'essayais d'aider. Alors tu pourras le prouver au tribunal, a dit maman, et sa voix restait stable, calme. Et tu pourras expliquer pourquoi tu as supprimé l'email de confirmation de Jordan du compte familial, pourquoi tu m'as laissé m'inquiéter pour l'argent pendant 8 mois alors que tu avais 45 000 $, et pourquoi tu as tout transféré sur ton compte personnel au lieu de l'utiliser pour mes factures médicales. Je ne discuterai pas de cela sans mon avocat présent, a dit Vanessa. Et vous allez tous le regretter quand la vérité sortira. J'essayais d'aider. Je protégeais la famille et c'est comme ça que vous me remerciez ? En lançant la police sur moi. Elle a raccroché. Maman a posé son téléphone très soigneusement sur la table. Et nous l'avons tous fixé comme s'il s'agissait d'une bombe qui venait juste d'être désamorcée. Elle n'est pas désolée, a dit Kyle, et sa voix tremblait. Elle ne fait même pas semblant d'être désolée. Elle agit comme si c'était nous qui faisions quelque chose de mal. Elle a pris un avocat, a dit Jordan, sa voix analytique de gars de la tech revenu. Elle va se battre, prétendre que c'était autorisé, et essayer de faire passer maman pour confuse ou incompétente. Nous devons nous préparer à ce que ça devienne moche. Ça est devenu moche. Au cours des 3 semaines suivantes, nous avons regardé Vanessa essayer systématiquement de construire une défense qui la présentait comme la fille responsable protégeant les actifs de maman contre les recouvrements de dettes médicales. Comme l'experte financière qui avait essayé de protéger l'argent des pratiques de facturation prédatrices de l'hôpital, comme la parajuriste incomprise qui avait pris ce qu'elle pensait être des décisions autorisées avec l'autorité de la procuration, elle a engagé un avocat pénaliste de Denver nommé Marcus Keller, spécialisé dans les crimes en col blanc et connu pour ses tactiques agressives. Keller a envoyé une lettre au détective Quinn affirmant que toutes les actions de Vanessa avaient été autorisées par maman, qu'il n'y avait pas de fraude, et que c'était un malentendu familial criminalisé par des frères et sœurs vengeurs. Il a envoyé une lettre à notre avocate car nous en avions engagé une aussi, une femme féroce nommée Patricia Chen spécialisée dans les cas de maltraitance des personnes âgées affirmant que le témoignage de maman était peu fiable en raison du « brouillard chimio », et que toutes ces déclarations devaient être vues à travers ce prisme. Il a déposé une motion pour supprimer des preuves, prétendant que l'enquête policière avait été initiée par des membres de la famille biaisés avec des motifs cachés. Le détective Quinn a avancé méthodiquement, construisant son dossier pièce par pièce. Il a obtenu des dossiers de First National montrant que le compte d'épargne professionnel frauduleux avait été ouvert en ligne en utilisant les informations personnelles de maman depuis une adresse IP qui remontait à la maison de Vanessa à Denver. Il a obtenu des vidéos de surveillance d'une succursale First National à Denver, montrant Vanessa faisant un dépôt sur ce compte en personne. Il a obtenu des enregistrements email montrant que Vanessa avait accédé plusieurs fois au compte email personnel de maman dans les semaines avant et après le virement de Jordan depuis son ordinateur domestique. Il a obtenu le témoignage d'une ancienne collègue de Vanessa qui l'avait entendu parler de gérer l'argent de maman d'une manière qui les avait mises mal à l'aise, mais elle n'avait pas signalé. Le bureau du procureur de district s'est impliqué, a assigné un procureur adjoint nommé David Lou, qui avait poursuivi des dizaines d'affaires de fraude financière et ne semblait pas impressionné par les tactiques agressives de Keller. L'assistant procureur Lou a déposé des accusations formelles, un chef d'accusation de vol d'identité, un chef d'accusation de fraude par fil, 3 chefs d'accusation de vol par tromperie, un chef d'accusation de fraude informatique, et un chef d'accusation d'exploitation d'un adulte vulnérable. Chaque chef d'accusation comportait une peine de prison potentielle.
L'audience de mise en liberté sous caution de Vanessa a été fixée à une date fin octobre. La famille s'est fracturée le long de lignes de faille dont j'ignorais l'existence. L'ex-mari de Vanessa, malgré leur divorce amer, est venu à sa défense, affirmant que nous nous liguions contre elle parce que nous avions toujours favorisé les garçons dans la famille. Les 2 enfants de Vanessa, des adolescents qui comprenaient à peine ce qui se passait, se retrouvaient au milieu. Des membres de la famille élargie qui n'avaient pas été impliqués dans les soins de maman ont commencé à appeler pour exprimer leurs opinions. Certains soutenaient la revendication de Vanessa selon laquelle elle avait essayé d'aider, d'autres étaient outrés par le vol, la plupart étaient simplement confus et voulaient que le drame s'arrête. La femme de Jordan, Stéphanie, a pris l'avion depuis Seattle pour apporter un soutien moral et s'est finalement retrouvée dans une dispute hurlante avec l'une des cousines de maman, qui suggérait que nous devrions simplement régler cela en privé sans impliquer la police. Kyle a pris un congé de ses rotations à la faculté de médecine pour rester avec maman, à la fois pour un soutien émotionnel et parce que nous étions tous terrifiés à l'idée de la laisser seule pendant cette période. Ma femme, Rachel, est devenue la thérapeute officieuse de la famille, calmant les gens en pleine crise de panique, médiant les disputes, et rappelant à tout le monde que la vraie victime ici était maman. Et maman elle-même s'est retirée dans une sorte de dévastation silencieuse qui était pire que n'importe quelle colère ou pleurs. Elle avait terminé sa chimiothérapie en août et ses derniers scanners montraient que le cancer était en rémission, ce qui aurait dû être une raison de célébrer. Au lieu de cela, nous gérions une affaire criminelle qui déchirait la famille. Elle a arrêté d'aller à son club de lecture. Elle a arrêté de répondre aux appels de ses amis. Elle s'asseyait dans son fauteuil et fixait les albums photos de quand nous étions enfants, d'avant la mort de papa, d'une époque où la famille était entière et sans complications. Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai fait de mal, m'a-t-elle dit un soir où nous n'étions que tous les 2 dans son salon, Kyle et Jordan étant sortis tous les 2 pour passer des appels. Comment je l'ai élevée pour qu'elle pense que c'était acceptable? Comment j'ai échoué à lui apprendre la différence entre le bien et le mal? Tu n'as pas échoué, maman, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Tu nous as tous enseigné les mêmes leçons. Tu nous as tous élevés de la même façon. Vanessa a fait des choix de mauvais choix, des choix illégaux. Mais ce sont ses choix, pas ta responsabilité. Mais c'est ma fille, a dit maman, et sa voix s'est brisée. Je l'ai portée. Je l'ai élevée. Je l'aime, et je veux aussi qu'elle aille en prison pour ce qu'elle a fait. Comment réconcilier ces choses? Je n'avais pas de réponse à cela parce que je luttais avec la même question. Vanessa était ma sœur. Nous avions partagé une enfance, des souvenirs, le traumatisme de perdre papa, l'expérience de grandir dans un foyer monoparental où l'argent était toujours serré. Et je voulais aussi qu'elle soit tenue responsable d'avoir volé de l'argent destiné à garder notre mère en vie. Les 2 choses étaient vraies. Les 2 choses étaient impossibles à réconcilier. L'audience préliminaire a eu lieu en novembre, et nous étions tous assis dans une salle d'audience trop froide et trop impersonnelle, pendant que les avocats débattaient sur les preuves, leur recevabilité et la cause probable. Vanessa était assise à la table de la défense dans une tenue professionnelle qui semblait coûteuse, ses cheveux soigneusement coiffés, son maquillage parfait, jouant le rôle de la professionnelle compétente qui n'aurait jamais pu commettre de fraude. Elle ne nous a pas regardés, pas une seule fois. Le juge, un homme plus âgé avec des lunettes de lecture et une expression patiente qui suggérait qu'il avait vu toutes les variations du comportement humain dans sa salle d'audience, a écouté les 2 parties et a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller au procès. Il a fixé la date du procès en février et a rejeté la motion de Keller pour un non-lieu. Alors que nous sortions de la salle d'audience, j'ai vu Vanessa parler à son avocat en murmures urgents, et je l'ai vu nous jeter un regard une fois avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, colère, peur, regret. Je ne savais pas, et j'ai réalisé que je n'avais peut-être jamais connu ma sœur aussi bien que je le pensais. Décembre a apporté un développement qui a tout changé. L'assistant procureur Lou a appelé l'inspecteur Quinn, qui m'a appelé, qui a convoqué une réunion familiale chez maman. Nous nous sommes rassemblés dans le salon maman, Jordan, Kyle, Rachel et moi et j'ai mis Lou sur haut-parleur. Nous avons obtenu les relevés bancaires de Vanessa remontant à 3 ans, a dit Lou, sa voix prudente, mesurée. Les fonds volés à votre mère ne sont pas les seules irrégularités que nous avons trouvées. Il y a plusieurs dépôts au cours des 2 dernières années qui ne correspondent ni à son salaire de part légale ni à aucune source de revenus légitime. On parle de plus de 90 000 $ de dépôts inexpliqués. La pièce est devenue très silencieuse. Êtes-vous en train de dire qu'elle l'a déjà fait avant, a demandé Jordan. Nous enquêtons sur cette possibilité, a dit Lou.
Nous avons identifié plusieurs autres dépôts qui coïncident avec le travail de gestion de succession et de finances qu'elle effectuait pour d'autres clients par l'intermédiaire de son cabinet. Nous contactons maintenant ces clients pour voir s'il y a d'autres victimes. Mais il y a autre chose. L'un des dépôts inexpliqués provient d'un compte de succession qu'elle gérait pour un client âgé décédé l'année dernière. L'exécuteur testamentaire affirme maintenant qu'il y a un manque important dans le bilan final. Elle a volé des clients âgés, a dit maman, et ce n'était pas une question. Possiblement, a dit Lou. Nous enquêtons encore, mais le schéma est préoccupant. Si nous pouvons établir un schéma de conduite similaire, cela renforce considérablement l'affaire contre elle. Cela montre l'intention, la sophistication, une histoire d'exploitation de personnes vulnérables. La défense ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un malentendu isolé si elle l'a fait de manière répétée. J'ai senti quelque chose de froid se déposer dans mon estomac. Ce n'était plus seulement une affaire familiale. Ce n'était plus seulement les factures médicales de maman. Vanessa avait potentiellement volé de manière systématique à des clients âgés, utilisant sa position de paralégale et son accès à leurs informations financières pour commettre des fraudes sur de multiples victimes pendant des années. Que se passe-t-il maintenant ? A demandé Kyle. Nous continuons à construire le dossier, a dit Lou. Nous coordonnons avec le cabinet où Vanessa travaillait pour obtenir les dossiers sur toutes les successions et clients qu'elle a gérés. Nous interrogeons les victimes potentielles. Nous analysons les schémas financiers. Et nous nous préparons pour le procès en février. Mais il y a une forte possibilité que, une fois que l'avocat de Vanessa verra l'ampleur des preuves que nous construisons, il lui conseille d'accepter une négociation de plaidoyer. Quel genre de négociation de plaidoyer ? A demandé maman, et sa voix était très faible. Cela dépend des chefs d'accusation que nous pouvons prouver et du montant total du vol que nous pouvons documenter, a dit Lou. Pour l'instant, nous envisageons 10 à 15 ans si nous allons au procès et gagnons sur tous les chefs. Une négociation pourrait réduire cela à 8 à 10 ans avec possibilité de libération conditionnelle, selon la restitution et la coopération. 10 à 15 ans. J'ai regardé le visage de maman se décomposer alors qu'elle assimilait ce que cela signifiait. Sa fille en prison potentiellement plus d'une décennie, manquant toute l'adolescence de ses enfants, ayant un casier judiciaire qui détruirait toute carrière future, devenant un avertissement au lieu de la professionnelle compétente qu'elle se présentait comme. Je dois être clair sur quelque chose, a poursuivi Lou. Une fois que nous commencerons à poursuivre les victimes supplémentaires, cela devient une affaire à multiples chefs d'accusation avec des enjeux beaucoup plus élevés. Les médias vont probablement s'en emparer. Cela va devenir public. Cela va être laid, et votre famille va se retrouver au centre. J'ai besoin de savoir que vous êtes tous préparés à cela. Nous nous sommes regardés et j'ai vu la même détermination épuisée sur tous les visages. Nous étions allés aussi loin. Nous avions vu notre sœur mentir, manipuler et essayer de se peindre en victime. Nous avions vu les preuves de sa fraude calculée. Nous sommes préparés, ai-je dit, et tout le monde a hoché la tête. L'attention des médias a commencé en janvier quand une chaîne d'information locale a diffusé une histoire, paralégale accusée de voler une patiente âgée atteinte de cancer, sa propre mère. L'histoire est devenue virale localement, puis régionalement, puis nationalement à mesure que plus de détails sur les victimes potentielles supplémentaires émergeaient. Des threads Reddit sont apparus pour disséquer l'affaire. Des chaînes YouTube l'ont couverte. Des podcasts True Crime ont demandé des interviews. Nous avons décliné toutes les demandes, suivant le conseil de notre avocate Patricia Chen de rester silencieux jusqu'après le procès. Mais l'avocat de Vanessa, Marcus Keller, n'avait pas de telles réserves. Il est allé à la télévision locale en affirmant que Vanessa était victime d'une machination par une famille qui avait toujours envié son succès, par des procureurs en quête d'une condamnation médiatisée, et par un système qui ne comprenait pas les complexités de la gestion financière des personnes âgées. Il affirmait que la procuration donnait à Vanessa une large autorité pour prendre des décisions financières. Il affirmait que le témoignage de maman était compromis par des problèmes cognitifs liés à la chimiothérapie. Il affirmait que les victimes supplémentaires faisaient partie d'une chasse aux sorcières, que chaque succession qu'elle avait gérée avait été correctement comptabilisée, et que toute discrepancie était une erreur administrative ou un malentendu. La contre-narrative a été rapide et brutale. L'assistant procureur Lou a tenu une conférence de presse annonçant qu'ils avaient identifié 4 victimes supplémentaires, toutes des clients âgés dont Vanessa avait géré les successions ou les finances, pour un total supplémentaire de $67 000 de vol. L'inspecteur Quinn est apparu à ses côtés avec des boîtes de preuves, faisant clairement comprendre que ce n'était pas une querelle familiale,
mais un schéma systématique d'abus financiers sur personnes âgées. Patricia Chen a publié une déclaration de maman exprimant son chagrin et sa détermination à voir la justice rendue. Le procès a commencé un lundi de février inhabituellement froid, avec de la neige tombant en flocons paresseux qui rendaient tout déceptivement paisible. Le palais de justice était bondé de journalistes, d'amateurs de true crime et de membres des familles des autres victimes. Nous étions assis au premier rang derrière la table de l'accusation maman, Jordan, Kyle et moi et nous avons regardé la sélection du jury commencer. Il a fallu 3 jours pour constituer un jury, 12 personnes qui ont juré pouvoir être impartiales malgré la couverture médiatique, qui pouvaient examiner les preuves objectivement, et qui pouvaient séparer leurs sentiments sur la trahison familiale des faits juridiques de l'affaire. L'affaire de l'accusation était méthodique et dévastatrice. L'assistant procureur Lou a commencé par le virement de Jordan, guidant le jury étape par étape, le virement légitime de Chase Bank, le compte frauduleux ouvert 3 jours plus tôt avec un numéro conçu pour intercepter les fonds, le vidage systématique du compte vers le compte personnel de Vanessa, et la suppression de l'email de confirmation du compte familial. Il a fait venir une experte en informatique médico-légale nommée Dr Alison Park, avec 15 ans d'expérience dans l'analyse des crimes informatiques, qui a témoigné sur les adresses IP montrant que le compte frauduleux avait été accédé à plusieurs reprises depuis l'ordinateur domestique de Vanessa. Il a fait venir un employé de banque de First National qui a identifié Vanessa sur les images de vidéosurveillance effectuant un dépôt en personne sur le compte frauduleux. Il a fait venir maman, qui a témoigné avec une dignité silencieuse sur son diagnostic de cancer, sa confiance en sa fille, et son choc en découvrant le vol. L'avocat de la défense Keller a contre-interrogé de manière agressive, suggérant que maman était confuse sur les dates et les communications, suggérant que la procuration donnait à Vanessa l'autorité pour prendre ses décisions, et suggérant que le virement de Jordan avait été correctement reçu et utilisé pour des dépenses médicales dont maman ne se souvenait pas. Mais maman est restée ferme, sa voix d'enseignante claire et stable. Je n'ai pas autorisé ce compte. Je n'ai pas autorisé ces virements. Ma fille m'a volé pendant que je luttais pour ma vie. Lou a ensuite fait venir les victimes supplémentaires une par une. Un veuf de 82 ans dont Vanessa avait géré la succession après la mort de sa femme, qui a découvert 23 000 $ manquants dans le bilan final. Une femme de 76 ans atteinte de démence dont la fille avait remarqué des virements inexpliqués depuis le compte fiduciaire de sa mère que Vanessa gérait. Un couple âgé qui avait engagé Vanessa pour aider à organiser leur planification successorale et à trouver 12 000 $ manquants sur leur compte d'épargne. Chaque victime a témoigné sur sa confiance en Vanessa, sur son comportement professionnel et ses références, et sur la trahison en découvrant qu'elle leur avait volé. La défense de Keller était que tout cela était des malentendus, des erreurs administratives, ou des dépenses légitimes mal caractérisées. Il a fait venir des témoins de moralité qui ont témoigné que Vanessa était une professionnelle dévouée, une bonne mère, et un membre respecté de sa communauté. Il a fait venir un expert financier qui a témoigné que la procuration donnait une large autorité pour prendre des décisions financières dans le meilleur intérêt du principal. Il a fait venir Vanessa elle-même, qui a témoigné qu'elle avait essayé de protéger les actifs de maman contre les créanciers, qu'elle avait agi sur une autorisation verbale dont maman ne se souvenait pas, et qu'elle avait prévu d'utiliser l'argent pour les soins de maman, mais que la famille avait sauté aux conclusions avant qu'elle puisse s'expliquer. Son témoignage était poli et entraîné, touchant toutes les notes sur lesquelles son avocat l'avait manifestement coaché. Mais sous le contre-interrogatoire de Lou, il s'est effondré. Madame Morrison, si vous protégiez les actifs de votre mère contre les créanciers, pourquoi avez-vous transféré l'argent sur votre compte personnel au lieu d'un trust ou d'un autre véhicule protégé? Je prévoyais de créer un trust, mais je n'avais pas encore eu le temps. Pendant 2 mois? Vous êtes une paralégale spécialisée en planification successorale, mais il vous a fallu 2 mois pour créer un simple trust? J'étais occupé avec ma propre famille, mon propre travail. Trop occupé pour protéger 45 000 $ qui ne vous appartenaient pas, mais pas trop occupé pour les dépenser? Regardons vos relevés bancaires de mars à mai de l'année dernière. Pouvez-vous expliquer ces achats? Des vacances de 7 000 $ au Mexique en avril. Un paiement de 4 000 $ à une compagnie de cartes de crédit pour des achats incluant des sacs à main de créateurs et des bijoux. Un dépôt de 3 000 $ sur le fonds universitaire de votre fille. J'ai regardé le visage de Vanessa changer alors que Lou passait en revue chaque achat qu'elle avait fait avec l'argent volé. Et j'ai vu les visages du jury changer avec. Ce n'était pas quelqu'un qui protégeait des actifs. C'était quelqu'un qui avait volé de l'argent et l'avait dépensé en luxe pendant que sa mère luttait pour payer ses factures de traitement du cancer. L'accusation a conclu après 2 semaines de témoignages. La défense a conclu après 3 jours.
Les plaidoiries finales étaient une étude de contraste, loup méthodique et centrée sur les preuves, Keller émotionnel et spéculatif. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Le verdict est tombé un jeudi après-midi. Coupable sur tous les chefs. Vol d'identité, fraude par fil, vol par tromperie, fraude informatique, exploitation d'un adulte vulnérable, et multiples chefs pour les victimes supplémentaires. Coupable. 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 J'ai regardé le visage de Vanessa pendant que les verdicts étaient lus, et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. J'ai vu la réalité enfin percer le bouclier défensif derrière lequel elle se cachait. Son avocat a posé une main sur son épaule et elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses dont je ne pouvais pas avoir pitié parce que tout ce à quoi je pouvais penser était maman assise à côté de moi, serrant ma main si fort que ça faisait mal. L'audience de détermination de la peine a été fixée 6 semaines plus tard. Le juge a ordonné une enquête présententielle, une évaluation psychologique, et un processus de déclaration d'impact des victimes. Nous sommes rentrés chez maman ce soir-là et nous nous sommes assis dans son salon, ne sachant pas quoi ressentir, soulagés, vindicatifs, dévastés. Tout cela d'une manière ou d'une autre, tout en même temps, se mélangeant en quelque chose qui ressemblait à du chagrin, de la justice et de l'épuisement, tout entrelacé. C'est fini, a dit Kyle. Mais nous savions tous que ce n'était pas vraiment fini. La détermination de la peine devait encore avoir lieu. Vanessa ferait appel, probablement plusieurs fois. Les victimes avaient besoin d'une restitution qui pourrait ne jamais venir pleinement. La fracture familiale pourrait ne jamais guérir complètement. Mais cette partie était finie. La vérité était sortie. Les preuves avaient été entendues. Le verdict avait été rendu. « Comment te sens-tu, maman ?» ai-je demandé, et elle est restée silencieuse longtemps. « J'ai l'impression d'avoir perdu une fille », a-t-elle dit enfin. « Mais j'ai aussi l'impression d'être fière des 3 d'entre vous pour avoir défendu ce qui était juste, même quand c'était difficile. J'ai l'impression que justice a été rendue, et ça compte. Et j'ai l'impression que peut-être un jour je pourrai lui pardonner, mais pas aujourd'hui. Pas encore. » Cela semblait être la chose la plus honnête que l'un de nous ait dite depuis des mois. L'audience de détermination de la peine en avril a été émotionnelle et brutale. Le juge a autorisé les déclarations d'impact des victimes, et nous avons chacun parlé. Jordan a parlé de la confiance qu'il avait placée dans sa famille, de la trahison d'avoir ses généreux cadeaux volés et de voir sa famille souffrir en conséquence. Kyle a parlé du stress et de la peur de voir maman s'inquiéter pour l'argent pendant qu'elle luttait contre le cancer, de la colère d'apprendre que tout cela avait été inutile. J'ai parlé des 8 mois que j'avais passés à gérer les factures, à faire des économies et à m'épuiser au travail à regarder mes enfants faire des sacrifices, à la fondamentale injustice de voler quelqu'un qui lutte pour sa vie. Maman a parlé en dernier, et sa déclaration était simple et dévastatrice. Ma fille m'a trahi de la pire façon possible. Elle m'a regardé souffrir et n'a rien fait. Elle avait les moyens d'aider et s'est choisie elle-même à la place. Je l'aime et je veux aussi qu'elle soit tenue responsable. J'espère que la prison lui donnera le temps de réfléchir à qui elle veut être. L'avocat de Vanessa a présenté une longue liste de facteurs atténuants, enfance difficile, stress financier, absence d'antécédents judiciaires, problèmes de santé mentale, circonstances familiales. Il a demandé la peine minimale avec libération pour travail et services communautaires. L'assistant procureur Lou a demandé le maximum de 15 ans pour l'exploitation systématique de multiples victimes vulnérables, y compris sa propre mère. Le juge a écouté tout, examiné le rapport présententiel, puis a rendu sa décision. Madame Morrison, vous étiez en position de confiance. Vous aviez une connaissance spécialisée des systèmes financiers et des processus légaux. Vous avez utilisé cette connaissance non pas pour aider des personnes vulnérables, mais pour les exploiter. Vous avez volé votre propre mère pendant qu'elle luttait contre le cancer. Vous avez volé des clients âgés qui vous avaient confié leurs économies de vie. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que vous soyez prise, et même alors vous avez tenté de blâmer les victimes et de vous présenter comme incomprise. Ce tribunal considère votre conduite particulièrement grave et méritant une punition significative. Je vous condamne par la présente à 12 ans dans l'établissement correctionnel de l'État avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Vous êtes ordonné de payer une restitution complète à toutes les victimes totalisant $112 000 plus les frais judiciaires et honoraires. Vous êtes définitivement interdite de travailler dans toute capacité impliquant la gestion financière ou l'accès à des personnes vulnérables. Cette peine commence immédiatement. 12 ans. J'ai regardé Vanessa être menottée par les officiers du tribunal, regardé qu'on l'emmène,
et je n'ai rien ressenti sauf un immense épuisement. C'était fini. Le procès était terminé. La peine avait été prononcée. La justice avait été rendue au sens légal le plus technique. Que cela ressente comme de la justice, que cela guérisse quelque chose, que cela rende tout cela valable, c'étaient des questions entièrement différentes. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil d'avril qui semblait inapproprié, comme si le temps aurait dû refléter la gravité de ce qui venait de se passer. Les journalistes criaient des questions que nous avons ignorées. Nous sommes montés dans nos voitures et avons roulé jusqu'à la maison de maman et nous nous sommes assis dans son salon en silence pendant longtemps. Que se passe-t-il maintenant ? A demandé Kyle enfin. Maintenant nous guérissons, a dit maman, bien que sa voix suggère qu'elle n'était pas sûre que ce soit réellement possible. Nous essayons d'avancer. Nous reconstruisons. Nous nous souvenons que 3 de mes enfants ont fait ce qui était juste même quand c'était difficile. Nous nous souvenons que la famille signifie se tenir mutuellement responsable, pas se protéger mutuellement des conséquences. 18 mois plus tard, j'aidais maman à planter des fleurs dans son parterre de jardin devant la maison, le même qu'elle entretenait depuis 30 ans, travaillant dans un silence confortable un après-midi de septembre qui me rappelait le jour où Jordan avait laissé tomber cette boîte dans l'allée et où tout s'était effondré. Le cancer de maman était toujours en rémission. Ses cheveux avaient repoussé plus courts et plus gris, mais toujours indéniablement les siens. Elle était retournée enseigner comme remplaçante à Riverside Elementary, trouvant un sens à aider les enfants à nouveau. Elle avait commencé à voir une thérapeute, travaillant sur la trahison, la culpabilité et le deuil compliqué d'avoir une fille en prison. Jordan l'avait aidé à refinancer sa maison pour gérer la dette médicale restante. Kyle avait terminé la faculté de médecine et avait été accepté en résidence en oncologie, en partie inspiré par l'expérience de maman. Ma femme, Rachel, et moi avions lentement reconstruit nos économies, et nos enfants avaient appris des leçons sur la famille et l'intégrité que j'espérais qu'ils garderaient pour toujours. Nous ne parlions pas beaucoup de Vanessa, bien que nous pensions tous à elle plus que nous ne l'admettions. Elle avait envoyé des lettres de prison, d'abord en colère et accusatrice, puis apologétique, puis réflexive. Maman les lisait mais ne répondait pas souvent. Kyle l'avait visitée une fois, ça ne s'était pas bien passé. Jordan refusait tout contact. J'étais quelque part entre les deux, pris entre la colère, la tristesse et le souvenir de grandir avec une sœur que je pensais connaître. Les paiements de restitution arrivaient lentement, $100 par mois du programme de travail en prison de Vanessa, une misère qui prendrait des décennies pour rembourser ce qu'elle avait volé. Les autres victimes poursuivaient des actions civiles, espérant récupérer quelque chose des décombres. L'ex-mari de Vanessa avait obtenu la garde complète de leurs enfants, que nous voyons occasionnellement, essayant de maintenir un certain lien malgré tout. « Es-tu heureuse ?» ai-je demandé à maman pendant que nous travaillions la terre autour d'un parterre de pétunias qu'elle avait choisi parce qu'il lui rappelait ceux que papa plantait autrefois. Elle est restée silencieuse longtemps, les mains dans la terre, le visage paisible d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. « Heureuse n'est pas tout à fait le bon mot », a-t-elle dit enfin. « Mais je suis en paix. Je sais que la vérité est sortie. Je sais que justice a été rendue. Je sais que j'ai 3 enfants qui m'aiment assez pour se battre pour ce qui est juste, même quand ça faisait mal. Je sais que j'ai survécu au cancer et à la trahison et que j'en suis sorti de l'autre côté. C'est plus que suffisant. » J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. Nous étions tous sortis de l'autre côté changés, portant des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais complètement, mais aussi portant la connaissance que nous avions affronté quelque chose de terrible et que nous y avions survécu ensemble. La famille n'était plus entière. Elle ne le serait jamais. Mais ce qui restait était plus fort pour avoir été testé. Cela devait suffire. Derrière nous, la voiture de location de Jordan s'est garée dans l'allée et il est sorti en portant une boîte familière. « J'ai trouvé ça dans mon grenier », a-t-il appelé. Je me suis dit qu'on pourrait les regarder ensemble. La même boîte de photos qu'il avait laissé tomber 18 mois plus tôt, oubliée dans le chaos et récemment redécouverte. Nous sommes entrés, avons fait du café, et avons passé l'après-midi à regarder des photos de nos enfants, de papa, de rassemblements familiaux et de fêtes, et de moments où tout était simple. Nous avons raconté des histoires, ri de souvenirs, pleuré ce que nous avions perdu, et célébré ce qui restait. Ce n'était pas la fin que j'aurais choisie, mais c'était la fin que nous avions gagnée, honnête, douloureuse, réelle, et d'une certaine manière, malgré tout, encore traversée d'amour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Assurez-vous de vous abonner et de liker pour ne pas manquer la prochaine histoire.